Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, signature d'un accord de coopération économique et technique entre Djibouti et la Chine qui s'est tenu au ministère des Affaires étrangères. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Corée du Sud, un crash meurtrier remet en question la sécurité aérienne. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, en cette veille de Nouvel An, nous nous préparons à dire adieu à une année qui a vu notre nation naviguer à travers des moments charnières, mais aussi des triomphes. 2024, une année de défis, mais aussi des grandes réalisations sous la gouvernance éclairée. Cette année, sous l'égide d'une politique audacieuse et inclusive, nous avons écrit ensemble un chapitre de notre histoire marqué par le progrès. De ce fait, l'inclusion sociale n'a pas été qu'un slogan, mais une réalité tangible qui a ouvert des portes pour des milliers de nos concitoyens. Face aux défis du changement climatique, nous avons fait preuve de résilience. Mais 2024 ne se résume pas simplement à des prérogatives au service et au bien-être de la nation. Rappelons que c'est l'année où des réformes dans tous les secteurs ont été mises en place. Insuffisant, une dynamique qui a prouvé que la transformation est possible quand la volonté politique rencontre l'action collective. Alors que nous nous tournons vers 2025, nous le faisons avec un sentiment d'accomplissement, mais aussi de détermination. Quels seront les défis de demain ? Quels rêves allons-nous réaliser ensemble ? En cette journée où l'ancienne cède la place au nouveau, nous célébrons les acquis de notre nation 2024. Nous souhaitons à tous un avenir où l'espoir, la paix et la prospérité seront les véritables héritages de notre action commune. Bonne année à tous et que 2025 soit l'année de la continuité dans l'excellence. Et je vous le disais dans le titre, aujourd'hui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères la cérémonie de signature de l'accord de coopération économique technique entre le gouvernement djiboutien et le gouvernement chinois. Myriam Mohamed. Aujourd'hui, s'est tenue au ministère des Affaires étrangères la cérémonie de signature de l'accord de coopération économique et technique entre le gouvernement djiboutien et le gouvernement chinois, ici en présence du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Hui Bun, avec la participation de collaborateurs de deux parties. L'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et de l'ambassadeur de Chine. La cérémonie s'est déroulée en présence des nombreux collaborateurs de deux parties qui ont salué ce nouvel engagement de partenariat stratégique. Cet accord de coopération économique et technique vise à approfondir le lien entre les deux pays dans plusieurs secteurs clés. Eh bien, l'ambassadeur de la République de Chine à Djibouti, M. Hu Bin, a exprimé la volonté de son pays à continuer à soutenir Djibouti dans ce projet de développement. Il a mis en avant l'importance de la coopération sino-djiboutienne. Écoutons-le. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir signé à côté de votre Excellence, Monsieur le Ministre, aujourd'hui l'accord cadre de la coopération économique et technique entre nos deux gouvernements visant à renforcer davantage notre coopération qui est déjà excellente, comme vous disiez, Excellence, Monsieur le Ministre. Dans divers domaines, comme vous disiez, la liste long verrier pour réaliser l'objectif commun, c'est-à-dire du développement partage entre nos deux pays, en bénéfice de notre peuple. Une nouvelle preuve d'une amitié exceptionnelle entre la Chine et Djibouti, la signature aujourd'hui également une mesure importante pour mettre en œuvre des actions de partenariat comme annoncé par son Excellence M. Xi Jinping du sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Aussi pour mettre en œuvre les consensus importants entre nos deux chefs d'État, notamment la signature de cet accord. Aujourd'hui, dans la dernière journée cette année, on a fait un nouveau point culminant
pour la conclusion réussie de notre célébration du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, a souligné l'importance stratégique de cet accord pour le développement socio-économique de Djibouti. Il a exprimé sa gratitude envers la Chine pour son soutien constant à Djibouti. Écoutons le ministre. Permettez-moi de commencer par saluer les relations bilatérales solides qui existent entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine depuis 45 ans. Je tiens également à féliciter Son Excellence, M. l'ambassadeur Hu Bin, pour sa participation aux côtés de notre président, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à l'inauguration de l'hôpital de Tadjoura. Cet événement représente une nouvelle preuve tangible du renforcement de la coopération entre nos deux nations amies. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec fierté que les relations bilatérales entre nos deux pays sont élevées, grâce à la vision partagée de développement durable de Son Excellence Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, Président de la République de Djibouti, et de Son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine. Ces relations fructueuses résultent d'un long processus de coopération fondé sur des partenariats équilibrés gagnant-gagnant. Ces relations sont également renforcées par l'intégration de la République de Djibouti dans l'initiative de la ceinture et de la route, Belt and Road Initiative, qui a permis la mise en place de programmes d'aide au développement et la réalisation de vastes projets multisectoriels. Il serait difficile de récapituler en quelques mots et en quelques minutes toutes les relations, toutes les réalisations dans le cadre de ces projets. En effet, la liste est longue et variée. Infrastructures portuaires et ferroviaires, santé, éducation, sécurité, culture, logements sociaux, agriculture, élevage et formation professionnelle sont autant de domaines concernés par ces avancées. Enfin, comme convenu lors du dernier sommet de Beijing du FOCAC entre nos deux gouvernements, nous avons le plaisir aujourd'hui de procéder à la signature d'un nouvel accord de coopération économique et technique entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Santé à présent, où après les phases de développement et l'obtention de l'autorisation sur le marché, tout produit de santé doit faire l'objet d'un suivi particulier sur le terrain et dans son environnement réel d'utilisation. Myriam Mohamed. La pharmacovigilance, qui est la première des vigilances sanitaires pour la minimisation des risques, élément essentiel du contrôle de la sécurité de tout produit de santé. Son rôle est d'assurer la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion des risques d'effets secondaires. La gestion d'effets secondaires, en particulier les effets indésirables résultant de l'utilisation des produits de santé. Objectif de cet important atelier était, dans un premier temps, la validation du guide pharmacovigilance, la validation des membres du comité national de pharmacovigilance, la validation du circuit national de remontée des données pharmacovigilance, la désignation des points focaux. Pour rappel, en décembre 2022, la République de Djibouti, par le biais de la direction des médicaments, des laboratoires et de l'industrie pharmaceutique, a initié la mise en place d'un système de pharmacovigilance à Djibouti. Eh bien, dans son intervention, le représentant adjoint de l'OMS a remercié et félicité le gouvernement et le ministère de la Santé pour cette initiative importante qui marque un pas crucial dans l'amélioration de la sécurité des médicaments. C'est un grand honneur et un privilège pour moi de m'adresser à vous ce midi pour l'OMS et l'UNICEF à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet atelier de validation du guide de pharmacovigilance ici à Djibouti. Avant tout, je tiens à exprimer nos sincères félicitations au gouvernement de Djibouti et au ministère de la Santé pour cette initiative importante qui marque un pas crucial vers l'amélioration de la sécurité des médicaments et de la santé publique dans le pays. L'OMS et l'UNICEF sont heureux de soutenir ce processus qui s'inscrit pleinement dans notre mission de promouvoir la santé, d'assurer la sécurité des médicaments et de renforcer la confiance des populations dans le système de santé. Après avoir accompagné la révision de la liste nationale des médicaments essentiels de Djibouti en 2023, suivi de sa validation et son adoption, un autre volet pour améliorer la sécurité des patients se concrétise. Il s'agit de la pharmacovigilance
qui nous réunit ici aujourd'hui. Sur ce volet, un draft du guide pharmacovigilance avait été élaboré. Les fiches de notification des effets indésirables et des MAPI ont déjà été élaborées et validées. Il me plaît de vous rappeler, mesdames et messieurs, que la pharmacovigilance est une composante essentielle des systèmes de santé modernes. Elle permet de détecter, d'évaluer et de comprendre et de prévenir les effets indésirables des médicaments afin de garantir qu'ils soient utilisés de manière sûre et efficace. Eh bien, dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a déclaré que cet atelier marque une étape décisive dans la mise en place d'un système national de pharmacovigilance robuste et s'inscrit dans le cadre de l'effort continu pour améliorer la qualité de la prise en charge. Écoutons-le. C'est un immense honneur pour moi de participer à cet atelier national de validation du guide de pharmacovigilance. Votre présence aujourd'hui témoigne de notre engagement collectif à garantir la sécurité des médicaments et des vaccins pour la population djiboutienne. Comme vous le savez, la pharmacovigilance est une priorité absolue pour notre ministère. Elle nous permet de surveiller de manière proactive les effets indésirables des médicaments et des vaccins, d'évaluer les risques potentiels et de prendre des mesures adéquates pour protéger la santé de nos concitoyens. Cet atelier marque une étape décisive dans la mise en place d'un système national de pharmacovigilance robuste et performant à Djibouti. Il s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par notre gouvernement pour améliorer la qualité des soins de santé et à garantir l'accès à des médicaments et des vaccins sûrs et efficaces. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par la direction des médicaments, des pharmacies et des laboratoires et de l'industrie pharmaceutique, de l'inspection générale des services de santé, du programme élargi de vaccination, avec l'accompagnement du bureau OMS de Djibouti pour l'élaboration de ce guide national de pharmacovigilance. Ce document, fruit d'une collaboration étroite entre experts nationaux et internationaux, constitue un outil précieux pour tous les acteurs impliqués dans la chaîne du médicament. Il est essentiel de valider collectivement ce guide en intégrant les commentaires et les suggestions de tous les participants ici présents. Vos contributions, enrichies par vos expériences et vos expertises, permettront de finaliser un document adapté aux réalités de notre pays et conforme aux meilleures pratiques internationales. Autre actualité dans ce caseur, c'est aussi le ministère de la Culture qui a tenu un atelier de présentation du rapport d'activité 2024 et a validé de manière participative le plan de travail B2B pour 2025. Mohamed. Le ministère de l'Agriculture a tenu hier un atelier de présentation du rapport d'activité 2024 et a validé de manière participative le plan de travail du BTBA pour 2025. Cet événement d'une importance stratégique a réuni les principaux acteurs du secteur avec la présence marquante du secrétaire général du ministère. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique d'amélioration de projets en cours, notamment pour l'accès à l'eau et le développement de l'agrobusiness dans les zones ciblées par le projet phare. L'objectif global demeure le renforcement de la compétitivité et de la résilience de filières agroalimentaires sélectionnées tout en apportant des solutions adaptées aux enjeux climatiques et socio-économiques actuels. Le rapport des activités 2024 présenté par Abdou Issé Ali Merito a mis en lumière le résultat des initiatives visant à promouvoir une agriculture durable. L'approche participative de cet atelier dirigé par le coordinateur et son adjoint Baragoïte Saïd a permis à l'ensemble de parties prenantes, institutions internationales, acteurs publics et privés, ainsi que des organisations régionales et locales de contribuer de manière significative. Le gouvernement qui a beaucoup investi jusque-là dans les projets de résilience pour améliorer l'accès à l'eau des populations nomades s'engage maintenant à changer un peu de paradigme en promouvant et en priorisant des projets d'agrobusiness qui vont maintenant commencer. L'objectif étant de réduire bien sûr notre indépendance alimentaire dans un contexte de crise régionale et internationale. Il nous faut donc améliorer la sécurité alimentaire et sécuriser l'assiette des Djiboutiens. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les projets des filières agricoles résilientes
et le PEJAC initié par le ministère de l'Agriculture. Et du coup, cet atelier marque une étape importante vers une agriculture plus durable et inclusive où chaque voix compte et chaque idée est le potentiel de transformer le paysage agricole. Écoutons le secrétaire général du ministère de la Culture. Cet atelier représente une étape importante pour la mise en œuvre de notre projet d'appui aux filières agricoles résilientes qui vient en complémentarité avec d'autres projets initiés par le ministère. C'est un projet qui incarne notre engagement vers le développement durable du secteur agroalimentaire en République de Djibouti. Permettez-moi de rappeler que le rapport de l'année 2024 couvre uniquement la période de 5 mois, d'août à décembre. Ceci explique par le fait que la mise en vigueur du projet IDA a été prononcée le 8 juillet 2024 et la première avance de démarrage n'a été reçue par le projet que le 2 octobre 2024. Cette période a marqué le démarrage officiel de ces projets malgré les délais et depuis, le projet a accompli plusieurs progrès significatifs en termes d'opérationnalisation, en lien avec les plans d'action établis en août dernier. Ces avancées témoignent des efforts consentis pour établir les bases solides de la mise en œuvre opérationnelle du projet. Mesdames et messieurs, chers collègues, malgré ce retard et les conditions liées aux conditions d'entrée en vigueur du projet, le phare a achevé sa première phase de pré-démarrage grâce à la mise en place des conditions nécessaires telles que la validation du MOP, qui est le manuel d'opération du projet, l'adoption du cadre de gestion environnementale et sociale. Tout ça ont permis de témoigner la capacité de la cellule d'exécution du projet à collaborer efficacement pour mettre en œuvre ces projets ambitieux. On change de thème social à présent, où la salle du Palais du Peuple a accueilli hier la cérémonie de distribution de la deuxième tranche de parrainage des orphelins de l'année 2024. Ferdous Hussein. Dans une atmosphère empruntée de solidarité, la grande salle du Palais du Peuple a accueilli hier la cérémonie de distribution de la deuxième tranche des parrainages des orphelins de l'année 2024 sous la présidence du directeur général du fonds, Souleymane Hussein Moussa. Cet événement, qui a réuni de hauts responsables du ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF, ainsi que de représentants de bienfaiteurs issus du secteur civil et militaire, a incarné le valeur le plus noble de l'engagement communautaire à Djibouti envers les orphelins en consolidant le principe de prise en charge des groupes les plus vulnérables. Cette tranche a permis d'apporter un soutien à 1160 orphelins issus de quartiers populaires de la ville de Djibouti et de la périphérie des Balbala. Chaque enfant a reçu une somme de 15 000 francs dans le but de répondre à leurs besoins essentiels, d'améliorer leur qualité de vie et de leur offrir un sentiment d'appartenance et de soutien communautaire. Par ailleurs, ces allocations ont également été distribuées dans les régions de l'intérieur où 1525 orphelins ont bénéficié. Notons que le programme de parrainage des orphelins, lancé en 2007 par son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, est l'une des initiatives humanitaires. L'islam, à travers le Saint-Coran et les hadiths, nous enseigne l'importance d'apporter amour et soutien aux orphelins. Ce geste, comme il a été dit auparavant, dépasse la simple générosité. Il purifie nos cœurs, renforce les liens entre nous et nous rapproche des valeurs fondamentales de solidarité et de compassion. Parrainer un orphelin, c'est offrir à ses enfants une lueur d'espoir. Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude aux initiateurs visionnaires de ce programme. Je salue le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, et la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, pour leur leadership et leur engagement indéfectible envers les orphelins. Eh bien, dans son discours, le directeur général de Diwan al-Zaka, M. Souleymane Hussein Moussa, a exprimé sa gratitude envers le président de la République pour sa vision éclairée ayant conduit à la création de Diwan al-Zaka en 2004, marquant ainsi une nouvelle ère de la générosité institutionnelle. Il a salué le soutien infaillible du ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF, tout en affirmant que les efforts conjoints au niveau national font de ce programme réussi. M. Moussa a également exhorté les commerçants et les personnes aisées à s'engager dans ce projet, soulignant que le parrainage des orphelins n'est pas seulement un devoir religieux ou moral, mais aussi un investissement dans la construction d'une société cohésive, enrichie par des valeurs
de justice et de solidarité. Il a mentionné que cette distribution coïncide avec la nouvelle année 2025 et a annoncé le lancement d'un projet national global pour la gestion des affaires des orphelins en partenariat avec des organismes et associations caritatives. L'objectif, a-t-il dit, est d'augmenter le nombre de bénéficiaires, d'élargir les portées des parrainages afin de toucher tous les nécessiteux. Rappelons que cette cérémonie n'est pas seulement une célébration, mais aussi un rappel à l'importance de la solidarité communautaire dans la construction d'un avenir prometteur pour les orphelins. Culture à présent, où la direction de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat a lancé une formation d'arbitrage de 2 jours, du 30 au 31 décembre, formation théorique et pratique en prévision des prochaines compétitions inter-CDC Baby Foot, dont le coup d'envoi est prévu au Centre de développement communautaire de Hadji Didé. Quelques 25 animateurs de CDC de la capitale et des régions de l'intérieur profiteront de cette formation qui sera dispensée par une équipe de la direction de l'insertion sociale du volontariat. Certes, comme toute preuve sportive et autres individuelle ou collective, le déroulement des jeux exige la présence d'un arbitre qui sera chargé de veiller à la régularité et à la confrontation pour trancher et départager les compétiteurs. La responsable a appelé que les jeunes animateurs aborder cette formation avec sérieux, assiduité, enthousiasme et ouverture d'esprit, en se rappelant, a-t-il dit, de chaque match qu'ils vont arbitrer sera une occasion d'enrichir leur expérience. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, à travers cette initiative, espère que vous deviendrez des modèles, a-t-il dit, de référence pour l'organisation future des compétitions locales, nationales, a ajouté la directrice. Enfin, la directrice a souhaité bonne chance aux jeunes stagiaires. Eh bien, la directrice de l'insertion sociale du volontariat, Mme Rokia Hassan-Cher, a indiqué que le baby-foot est un jeu de table qui, bien qu'il soit considéré comme un divertissement, exige discipline, rigueur, respect des règles, réagissant à la régularité de la pratique du jeu. Écoutons-la. C'est un honneur et un immense plaisir pour vous accueillir aujourd'hui à l'ouverture de cette formation dédiée à la formation des arbitres de baby-foot qui aura lieu durant 2 jours, à commencer d'aujourd'hui. Demain, la session pratique au CDC de Hadji Didé. Cette session est organisée dans le cadre de l'organisation du tournoi national de baby-foot par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et revêt une importance capitale pour le succès de cet événement tant attendu. En tant qu'animateur de centre de développement communautaire, vous êtes le relais essentiel de la pratique de cette discipline auprès de notre jeunesse. C'est pourquoi il est crucial que vous soyez formés non seulement aux techniques de baby-foot, mais aussi aux principes d'arbitrage. Ce stage vous permettra d'acquérir des compétences nécessaires pour exercer cette fonction avec professionnalisme et impartialité. Je tiens à souligner que cette formation n'est pas non seulement une étape pour la préparation de ce tournoi national, mais aussi un investissement dans l'épanouissement de notre jeunesse. Direction le sud du pays, où la journée s'élan des dons de sang organisée par la société civile de Dikil en collaboration avec le CMH de Dikil a été un véritable succès grâce à la mobilisation des habitants de Dikil. Ainsi qu'au soutien des autorités locales, un nombre record de donneurs ont répondu présents. Un élan de solidarité sans précédent. Cette journée a démontré une fois de plus la générosité et la solidarité de la population d'Ikil. Les donneurs de tout âge et tout horizon ont répondu à l'appel avec enthousiasme, conscients de l'importance de leurs gestes pour sauver des vies. La société civile tient à remercier chaleureusement tous les donneurs pour leur engagement. Un remerciement tout particulier à s'adresser à la préfecture ou au conseil régional d'Ikil pour leur soutien indéfectible ainsi qu'à l'ensemble des partenaires, à savoir Jabans Bioukar et la Croissance Rouge d'Ikil qui ont contribué à la réussite de cette journée. Malgré cet élan de solidarité, les besoins en sang restent importants. Leurs réserves sanguines doivent être régulièrement renouvelées, répondre aux besoins des patients. C'est pourquoi la société civile appelle la population à faire des dons de sang, un geste citoyen régulier. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, à Gaza, 7 personnes dont 6 nourrissons sont mortes de froid à Gaza en raison du froid hivernal extrême après avoir été forcées de vivre dans des conditions insalubres, et dans des tentes alors que se poursuivent des attaques israéliennes.
Gaza. 7 personnes, dont 6 nourrissons, sont mortes de froid à Gaza en raison du froid extrême après avoir été forcées de vivre dans des conditions insalubres dans des tentes alors que se poursuivent les attaques israéliennes sur Gaza. 6 bébés et une infirmière ont perdu la vie à cause de vagues de froid de ces 6 derniers jours. La bande de Gaza est frappée depuis dimanche par une vague de froid et de pluie torrentielle aggravant la situation de 2,3 millions d'habitants du territoire et vivent dans des tentes de fortune alors que les conditions de vie se dégradent avec la chute des températures. Les familles manquent de produits de première nécessité tels que des vêtements, de la literie et des couvertures, ce qui rend de nombreux enfants vulnérables au froid. Israël a tué plus de 45 500 personnes à Gaza depuis le 7 octobre 2023 malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu immédiat. La Croix-Rouge, l'alentissement du système de santé dans le nord de Gaza explose. Les civils à des graves risques. Les hôpitaux sont en recours vital pour les personnes blessées. Farid Hussein. Le Comité international de la Croix-Rouge a averti lundi que la persistance des hostilités à l'intérieur et aux alentours de Gaza, exposant les civils au risque d'une gravité inacceptable de se retrouver privés de soins vitaux. Dans un communiqué, le CICR a réitéré son appel d'urgence au respect et à la protection des installations médicales conformément au droit international humanitaire. L'hôpital Al-Aouda, qui bénéficiait auparavant d'un soutien du CICR en termes de fourniture, subit une forte pression aujourd'hui car il est l'un des rares établissements médicaux en état de fonctionner dans le nord de la bande de Gaza. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bonne année à tous.